Salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Les Objets Fantastiques. Avant toute chose, je te rappelle qu'elle est disponible également en podcast sur Spotify, ainsi qu'en format court sur TikTok et Instagram. N'oublie pas de t'abonner à tous les comptes pour ne rien manquer des Objets Fantastiques. Bonne vidéo. Dans les cachots de Poudlard, une silhouette longe les murs. Sa robe noire frôlant la pierre. Une voix sèche, un regard qui juge, qui pique, qui humilie. Aux yeux des élèves, le professeur est cruel, partial, impossible à apprécier. Mais avant les potions, avant l'autorité, il y a un enfant de l'impasse du tisseur. Un garçon pris entre un père moldu violent et une mère sorcière brisée, qui découvre la magie comme une échappatoire à son monde pauvre et solitaire. Un garçon qui rencontre Lily Evans, et qui trouve en elle ce que son propre monde ne lui offrira jamais. La douceur, l'admiration, la possibilité d'être autre chose qu'une ombre au fond de la pièce. Ce lien, il va le détruire lui-même. Et à partir de là, chacun de ses choix comptera. Chaque silence, chaque allégeance. Car derrière le masque du maître des potions se cache une vérité moins confortable, faite de culpabilité, de calcul et d'un attachement si absolu qu'il en devient dangereux. Mais qui est vraiment Severus Rogue ? Un héros ? Un monstre ? Un veilleur dans l'ombre ? Ou tout cela à la fois ? Bienvenue dans Severus Rogue, du maître des potions au prince des ombres, par les Objets Fantastiques. Chapitre 1 : L'enfant de l'impasse du tisseur. Tout au bout d'une rue étroite bordée de maisons serrées les unes contre les autres, aux murs noircis et aux fenêtres closes sur une ville ouvrière épuisée. C'est à la fin de cette rangée grise, dans la dernière maison, que grandit un garçon silencieux, aux cheveux noirs trop longs et aux vêtements trop grands. Severus Rogue. Il est né le 9 janvier 1960 d'un père moldu, Tobias Rogue, et d'une sorcière de sang pur, Eileen Prince. Sang mêlé, par nature, marqué dès l'origine par cette fracture. À l'intérieur de son foyer, les murs ne le protègent de rien. Les éclats de voix traversent les pièces, les portes claquent, la magie d'Eileen se tait, étouffée. Tobias boit, gronde, méprise ce qu'il ne comprend pas. L'enfant observe, il encaisse, il ne s'interpose pas. Il apprend très tôt que dans cette maison, plus on parle fort, plus on s'expose à la défaite. Alors il se replie. Il fouille les vieux livres de sa mère. Il retient les mots, les symboles, les sortilèges, bien avant d'avoir une baguette. La magie devient une langue secrète, à l'abri de son père et de ses accès de colère. Il se fait alors une promesse, un serment à lui-même. Un jour, il saura se défendre. Et ce jour-là, il partira. Dehors, rien n'est plus accueillant. Les enfants du quartier ne jouent pas avec lui. On le remarque pour de mauvaises raisons. Il a l'air sombre, des vêtements dépareillés, et surtout, on a cette impression qu'il sait quelque chose que les autres ignorent. Severus apprend à passer inaperçu tout en devenant un observateur hors pair. Ses yeux suivent, calculent, jaugent. C'est un enfant seul qui regarde les autres comme on regarde un monde auquel on n'appartiendra jamais. De l'autre côté de la rivière, il y avait une autre maison, plus vive, plus lumineuse. Dans cette maison vivaient deux sœurs, Pétunia et Lily Evans. Severus les observa longtemps avant même d'imaginer oser s'approcher. Il vit la fleur avant les épines. Lily, une adorable petite fille aux yeux verts et naïfs, qui faisait éclore de la poésie dans le quotidien d'une famille qui ne comprenait alors pas encore son talent. De la magie brute, douce, spontanée. Et c'est là que tout change. Severus sait ce que cela signifie. Il connaît déjà le nom de Poudlard, celui des sorciers, des baguettes, du ministère de la magie, et il sait reconnaître l'éclat d'un pouvoir qu'on ne contrôle pas. Et pour la première fois, il ne regarde pas seulement par la fenêtre. Il sort de sa cachette, s'avance vers Lily Evans et lui offre ce qu'aucun adulte n'a su lui offrir à lui-même. Une explication de sa différence. À partir de cet instant, l'impasse du tisseur n'est plus seulement un décor morne et solitaire.
C'est le point de départ d'un lien qui va structurer toute la vie de Severus Rogue. Un enfant venu de l'ombre, fasciné par la magie, et par cette fille au regard bienveillant, dénué de jugement. Persuadé qu'en la suivant, il pourra enfin devenir quelqu'un d'autre que le fils silencieux d'un foyer qui s'écroule. Chapitre 2, une ombre au cœur. Quand vient le temps de quitter l'impasse du tisseur, Severus n'a rien d'un enfant effrayé par l'inconnu. Poudlard, pour lui, n'est pas un mystère. C'est une destination attendue, étudiée, presque revendiquée. Il connaît déjà le nom des maisons, les sortilèges de base, les figures de l'histoire de la magie. Il a passé des années à s'y préparer dans le secret d'une chambre étroite, loin des cris de son père. En 1971, sur le quai de la gare, il retrouve Lily. Elle a cette même énergie lumineuse, ce regard qui semble tout absorber sans mépris. Elle parle de Poudlard comme d'une aventure, lui comme d'un refuge. Il monte dans le train avec la même impatience, mais pas avec les mêmes attentes. Lily découvre un nouveau monde. Severus, lui, veut s'assurer qu'il est conforme à celui qu'il a imaginé. La répartition brise déjà l'équilibre fragile qu'il espérait. Lily est envoyée dans la maison Gryffondor et Severus à Serpentard. Il n'est pas surpris, il connaît la réputation de la maison, son lien avec les sorciers ambitieux, fiers et souvent fascinés par la magie la plus puissante. Il accepte cette bannière comme une évidence. Mais dès cette première nuit, une distance invisible va s'installer entre eux. Ils ne partagent plus la même table, plus les mêmes couleurs, et plus les mêmes regards autour d'eux. Pourtant, il la retrouve, dans les couloirs, au bord du lac, à l'abri des autres. Ces moments-là deviennent son véritable foyer. Lily se questionne sur son ami. Elle voit bien son intelligence et son talent pour les potions, sa maîtrise précoce des sortilèges complexes. Elle l'admire parfois. Mais elle s'inquiète aussi. Lorsqu'il évoque le pouvoir que confère la magie avec un éclat trop dur dans les yeux, ou lorsqu'il parle des grands sorciers aux idées qu'elle refuse. Autour de Severus, les visages évoluent. À Serpentard, il se rapproche d'élèves qui aiment tester leurs limites. Des noms que l'histoire retiendra pour de mauvaises raisons. Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange ou encore Barty Croupton Jr. Avec eux, il trouve enfin un respect qu'on ne lui accordait jamais. On écoute ses théories, on reconnaît son talent et on rit de sa froide cruauté lorsqu'il rend les coups, verbalement tout du moins. Pour la première fois, il n'est plus seulement le garçon maigre de l'impasse du tisseur. Il est utile, redouté et parfois admiré. Mais ce monde-là a un prix, et Lily le voit bien. En parallèle, un autre groupe le prend pour cible. Les jeunes James Potter, Sirius Black, Remus Lupin et Peter Pettigrew. Véritables quatuors emblématiques de leur temps, à la fois pour leurs dons que pour leurs mauvais coups. Eux brillent sans effort. Ils sont populaires, doués, aimés des professeurs. Ils s'ennuient, alors ils s'amusent. Trop souvent aux dépens de Severus. Au fil des années, les humiliations vont s'accumuler. Les sortilèges en plein jour, les rires, la foule qui regarde sans intervenir. Severus encaisse, cède parfois à sa propre violence et ajoute chaque affront à une liste intérieure qui ne s'effacera jamais. Mais Lily reste son pilier. Elle le défend, le relève, lui parle avec une sincérité que personne d'autre ne lui offre. Mais elle voit aussi ce qu'il devient, les fréquentations, les mots qu'il répète, cette fascination pour la magie noire qu'il présente comme de la curiosité intellectuelle, mais qui cache autre chose. Le besoin de ne plus jamais être impuissant, de contrôler, de faire peur à son tour. Et Sirius Black sait exactement comment l'atteindre. Depuis des mois, Severus Rogue observe Remus Lupin. Ses absences régulières, ses retours épuisés, les prétextes bancals qu'il utilise, il est convaincu qu'il cache quelque chose et il veut le prouver. Sirius, lui, connaît bien la vérité. À chaque pleine lune, Lupin est conduit via un passage secret dissimulé sous le sol cogneur jusqu'à la cabane hurlante, où il se transforme en loup-garou, loin des élèves. Ce stratagème, mis en place par Dumbledore, permet à Lupin de suivre une scolarité sans risquer de s'en prendre à ses camarades. C'est également pour l'aider dans ses moments les plus sombres que ses amis, James, Sirius et Peter, expérimentent la métamorphose jusqu'à devenir des animagus de talent.
c'est-à-dire des sorciers ayant la capacité de se transformer en animaux. James parvient à devenir un cerf, Sirius un chien et Peter un petit rat. Un talent qui lui sera très utile quelques années plus tard. Un soir, excédé par la curiosité de Severus concernant le secret de son ami, Sirius lui donne ce qu'il veut, la marche à suivre pour découvrir ce qu'ils cachent tous les quatre. Il lui explique comment approcher le Solcogneur sans se faire frapper, quel nœud toucher pour immobiliser l'arbre et où se trouve l'accès au tunnel menant à la cabane. Severus le croit et met le plan à exécution. Il s'approche du Solcogneur, neutralise l'arbre comme indiqué et s'engage dans le passage. Au bout du tunnel, il aperçoit Lupin en pleine transformation et ne comprend que trop tard. Face à lui, ce n'est plus un camarade de classe. C'est un loup-garou qui n'a plus aucune conscience de qui il est. Ce jour-là, c'est James Potter qui le sauve. Prévenu, il le rattrape de justesse et le tire en arrière avant que Severus ne se fasse tuer. L'incident est étouffé par Dumbledore pour protéger Lupin et empêcher le scandale. Officiellement, Severus ne doit rien dire. Mais pour lui, tout est clair. Sirius a tenté de l'envoyer à la mort. James l'a sauvé, oui, mais ce sauvetage ne transforme pas l'humiliation en pardon. Cet épisode grave s'ajoute au reste. Il nourrit sa haine. Il confirme à ses yeux que ceux qu'on admire à Poudlard peuvent se permettre ce que personne n'excuserait venant de lui. Le jour où tout bascule n'a rien de spectaculaire en apparence. Une journée ensoleillée de 1976, un examen terminé, une cour remplie d'élèves. James Potter et Sirius Black décident encore une fois de s'en prendre à lui, devant tout le monde. Ils le désarment, le suspendent dans les airs, l'humilient. Lily intervient, elle lui offre une fois de plus une main tendue. Et c'est là, dans cette seconde où il pourrait la remercier, partir avec elle, qu'une ombre gagne définitivement son cœur. Le mot lui échappe. Un mot qu'il connaît, qu'il a entendu, qu'il a laissé grandir autour de lui. Sang de bourbe. Une insulte arrachée par la honte, la rage et le besoin maladif de reprendre le contrôle. Il la lance à la seule personne qui voyait encore en lui autre chose qu'un souffre-douleur. Lily se fige. Ce n'est pas seulement une insulte, c'est un choix, une marque qu'il dépose sur elle. Il tentera de s'excuser, elle refusera. Elle en a déjà trop vu. Ses amis, ses références, sa façon de traiter ceux qu'il méprise. Cette fois, elle ne revient pas. À partir de ce moment-là, Severus Rogue est plus seul que jamais, au cœur même du monde magique dont il rêvait. L'enfant de l'impasse du Tisseur a trouvé un château, des amis, un rang, mais il a perdu ce qui aurait pu l'empêcher de glisser dans l'obscurité. Le regard de Lily Evans et cette certitude fragile qu'il pouvait être autre chose qu'une ombre. Chapitre 3. La confession impardonnable. La guerre approche, et Severus Rogue a choisi son camp. Après Poudlard, il ne retourne pas à l'impasse du Tisseur. Il s'éloigne de la misère de son père, des murs qui enferment. Il rejoint ceux qui promettent puissance, ordre, reconnaissance, les mange-morts. Ils admirent son talent, sa maîtrise des potions, sa facilité avec les sortilèges que les autres n'osent qu'effleurer. Pour la première fois, on écoute Severus Rogue. On lui fait confiance. Il sait parfaitement ce que Lord Voldemort incarne, mais il le rejoint tout de même. Par rancœur, par orgueil, par fascination. Lily s'est éloignée, elle a choisi un autre cercle, un autre homme, un autre avenir. Dans son esprit, il n'a plus rien à perdre. Mais il ne sait pas à quel point. C'est dans cette trajectoire qu'a lieu le basculement. En 1980, à l'auberge de la Tête de Sanglier, dans une salle à l'étage, Severus surprend une prophétie. Sibylle Trelawney, future professeure de divination à Poudlard, en plein entretien d'embauche avec Albus Dumbledore, est en transe. Elle annonce la naissance d'un enfant capable de vaincre le Seigneur des Ténèbres. Un enfant né à la fin du 7e mois, de parents qui l'ont par 3 fois défié. Severus n'entend pas tout, mais il en comprend assez. Il fait ce qu'on attend de lui, et il répète ces mots à Voldemort. Et c'est cette confession qui scellera l'avenir des Potter. Quand Voldemort interprète la prophétie,
Severus comprend l'horreur trop tard. Lily, désormais mariée à James Potter, a défié le Seigneur des Ténèbres par 3 fois, en faisant partie de la résistance incarnée par le tout premier ordre du Phénix. Leur enfant à naître, à la fin du mois de juillet, correspond bien à la date prophétisée. En livrant ces mots, Severus a condamné, sans le vouloir, celle qu'il aimait à disparaître. Pris de panique, il va trouver Dumbledore et le supplie de protéger Lily. Dans son bureau, il avoue tout. Son allégeance à Voldemort, la prophétie rapportée, le danger pour les Potter. Il ne se présente pas en héros repenti. Il quémande un marché, que Dumbledore sauve son seul et unique amour. Dumbledore accepte, mais pose ses conditions. S'il veut tenter de réparer ce qu'il a déclenché, ce ne sera pas seulement pour Lily, ni à moitié. Ce sera en tant qu'espion pour le bien, en allié de ce qui est juste et bon, en serviteur discret d'une cause qu'il a lui-même trahie. Severus accepte, mais il arrive trop tard. À Godric's Hollow, la maison des Potter est éventrée, marquée par la trace de Voldemort. James Potter est mort, Lily Potter aussi. Leur enfant, lui, a survécu. Le Seigneur des Ténèbres a disparu. Devant ces ruines, Severus s'effondre. Tout ce qu'il voulait sauver a été détruit. Et c'est sa propre information qui a armé la main du meurtrier. À partir de cette nuit, son engagement cesse d'être une posture. Ce n'est plus une question de quand, mais de dette. Dumbledore lui demande de veiller sur l'enfant qui porte le visage de James, mais qui possède les yeux de Lily. Ce regard qu'il aimait tant, qui a été bienveillant envers lui quand les autres enfants le jugeaient, qui osait lui apporter du réconfort quand d'autres détournaient les yeux sur ses souffrances. Désormais, cette lueur vivra dans le regard de celui qui a survécu au Seigneur des Ténèbres. Severus Rogue accepte, parce qu'il ne lui reste plus qu'une chose à offrir, le reste de sa vie. Chapitre 4. Le maître des potions. Quand Rogue accepte de rentrer à Poudlard, ce n'est pas par l'amour de l'enseignement. Le château devient à la fois son refuge et sa punition. Dumbledore le garde près de lui, sous les yeux et sous contrôle. Rogue obtient un poste de maître des potions, loin de la lumière, dans les sous-sols, entouré par le secret et le silence. Un endroit où l'on peut disparaître sans vraiment quitter le monde. Les élèves, eux, ne voient qu'un professeur dur, cassant, sans patience pour la médiocrité. Il ne cache ni son mépris, ni ses préférences. Serpentard et sa maison, son bastion. Gryffondor, un rappel vivant de ce qu'il a toujours détesté. Il rabaisse Neville Londubat, il humilie régulièrement Hermione Granger, et dès qu'il le peut, il sanctionne sévèrement Harry Potter. Rien ne le distingue d'un homme amer qui se défoule sur plus faible que lui. Et pourtant, Harry est différent. Dès le premier regard, Rogue le fixe comme une insulte. Les cheveux en bataille de James, le même air défiant, le même nom, mais les yeux de Lily. Ce mélange est une provocation permanente. Chaque fois qu'il le croise, ce n'est pas un élève qu'il voit. C'est la somme de ses fautes, de ses pertes, de ce qu'il méprise et de ce qu'il a aimé. Alors il choisit la seule distance qu'il connaît, la dureté. Si bien que lors de leur premier cours, Rogue met Potter dans une position très délicate en lui posant des questions qu'il est censé connaître. Bien sûr, Harry, ayant été éduqué à distance du monde des sorciers, n'a pas les réponses. Mais derrière ces questions se cache potentiellement un autre message. Est-ce que Rogue aurait confessé subtilement son amour pour Lily dès cette première interaction ? Rogue demande à Potter « Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise ?» La réponse attendue étant la potion de la goutte du mort-vivant, un puissant somnifère. Cependant, il y a peut-être un autre sens. En effet, quand on s'intéresse au langage des fleurs, on apprend que l'asphodèle signifie « je regrette le passé », et l'armoise est reliée aux peines de cœur, à l'absence et à la séparation. Il est alors possible que Rogue ait confessé en première année son amour pour Lily à son fils. Mais ce ne sera pas la seule épreuve qu'Harry Potter devra traverser dès sa première année. Lors d'un match de Quidditch, Harry manque de tomber de son balai comme ensorcelé. Dans les tribunes, Severus murmure un contresort, concentré sur l'enfant qu'il semble pourtant haïr. Au même moment, Quirrell tente de le faire chuter. Mais personne ne retient ce détail. La vérité est là.
Rogue veille sans le montrer ni le reconnaître. Plus tard, lorsque la pierre philosophale est menacée, il surveille, il soupçonne, il fouille. Il se trompe parfois de cible, mais il reste un obstacle supplémentaire pour ceux qui voudraient approcher l'enfant. Loin d'être à nouveau l'allié de Voldemort, il devient, pour ceux qui savent lire entre les lignes, une barrière silencieuse. Il crée même l'une des épreuves de potions qui empêche l'accès à la pierre philosophale. Les années passent et son rôle se complexifie. En 1995, Rogue rejoint le Second Ordre du Phénix à la demande de Dumbledore. Il assiste aux réunions, il fournit des informations, mais sa présence déplaît. Ceux qui se souviennent de la guerre ne lui font pas confiance, et il ne fait aucun effort pour les rassurer. Il n'explique rien, ne justifie rien. Il laisse les autres le détester, et cela fait partie du prix. En classe, il continue d'être odieux. Sa cruauté est réelle, ses injustices aussi. Il ne cherche pas à être bon ni à être aimé. Il est efficace, brillant, exigeant, cassant. Envers Harry surtout. Parce qu'il refuse de voir en lui une victime. Parce que le regarder comme un enfant, ce serait affronter toute l'horreur de ce qu'il a provoqué. Après les événements du tournoi des 3 sorciers, lorsque Voldemort revient au premier plan, la position de Severus Rogue devient encore plus dangereuse. Il reprend petit à petit contact avec les Mange-Morts. Il joue le rôle de l'ancien prêt à revenir. Certains le croient, d'autres non. Dumbledore, lui, le garde comme un allié fidèle. Il lui fait confiance comme à un homme dont la vie entière ne tient plus que sur une promesse. Aux yeux des élèves, rien n'a changé. Severus Rogue reste le maître des potions, froid, obsédé par les règles quand elles écrasent les mauvais élèves, étrangement silencieux quand les bons demandent des comptes. Aux yeux des adultes, il est une énigme. Aux yeux de Dumbledore, il est un pivot essentiel. Mais lui, au milieu de ses rôles, ne revendique toujours rien. Il avance silencieusement dans les cachots, comme si cette place dans l'ombre était devenue la seule qu'il méritait. Puis vient une nouvelle année, une chaise vide, remplacée par un retour. Celui de son professeur de potions, Horace Legorn, qui accepte de reprendre le poste. Rogue, lui, obtient enfin ce qu'il a demandé pendant des années, le cours de défense contre les forces du mal. Un poste qui lui ressemble beaucoup trop. Un poste qu'il sait probablement condamner. Dans cette réorganisation, un détail presque anodin se produit, loin de lui, dans une armoire de la réserve. Harry Potter arrive en retard au premier cours de potions de Slughorn. Ne s'étant pas inscrit à ce cours, il n'a pas de manuel. Il obtient alors un exemplaire usé, déjà annoté, récupéré parmi les vieux livres de la classe. Entre ces pages, des corrections manuscrites, des dosages ajustés, des indications précises transforment n'importe quelle potion en réussite assurée. Sur la couverture, une inscription discrète. Ce livre est la propriété du prince de Sang-Mêlé. Grâce à ces notes, Harry surpasse soudain tout le monde, y compris la brillante Hermione. En suivant les méthodes d'un inconnu qui connaît les potions mieux que le manuel lui-même. Ce nom, prince de Sang-Mêlé, flotte comme une énigme. Un mentor invisible, brillant, radical. Un esprit que l'on devine exigeant et parfois dangereux. Pour l'instant, personne ne comprend encore ce qu'il représente vraiment, mais des révélations ne vont pas tarder à se présenter d'elles-mêmes. Chapitre 5 : Le serment inviolable. L'année du prince de Sang-Mêlé s'assombrit. Dans les couloirs, les marques d'attaque, les disparitions et les rumeurs dessinent un climat où plus personne ne se sent vraiment en sécurité. Au cœur de cette tension, une famille chancelle, les Malfoy. Drago a reçu une mission de Lord Voldemort. Officiellement, il s'agit de tuer Albus Dumbledore. En réalité, tout le monde sauf lui comprend qu'il s'agit d'une condamnation déguisée. S'il échoue, il meurt. S'il réussit, il est brisé. Sa mère, Narcissa, le sait. Désespérée, elle se rend au début de l'année chez Severus Rogue, dans cette petite maison sombre de l'impasse du Tisseur, accompagnée de sa sœur Bellatrix Lestrange, qui ne demande qu'à le confondre. Narcissa le supplie de protéger son fils. Bellatrix le provoque, l'accuse, le force à se découvrir. Rogue écoute, puis accepte plus qu'une parole. Il conclut avec Narcissa un serment inviolable. 3 clauses scellées par la magie.
veiller sur Drago, l'aider dans sa mission et accomplir lui-même la tâche si Drago ne parvient pas à la réussir. Rompre ce serment signifierait sa mort immédiate. Aux yeux de Bellatrix, c'est la preuve ultime de sa fidélité au Seigneur des Ténèbres et à leur combat. Aux yeux de Narcissa, c'est la dernière chance de salut pour son fils. Ce serment ne fait pourtant qu'entrelacer une contrainte de plus à un autre accord déjà en place. Avant même cette nuit, Dumbledore a montré à Rogue la marque de sa propre fin. La malédiction qui ronge sa main, héritée de la bague des Gaunt, un artefact issu de l'héritage de Voldemort, que Dumbledore examinait avec précaution, persuadé que l'objet était un Horcrux, un fragment de l'âme de Voldemort, mais également la pierre de résurrection issue des reliques de la mort. Mais dans un instant de faiblesse, Dumbledore voulut utiliser la pierre. Il passa alors la bague à son doigt, mais l'Horcrux était chargé d'un maléfice puissant, et cet acte le condamne dans les mois qui suivent. Il sait que le temps lui est compté. Il refuse que Voldemort s'empare de sa fin, refuse que Drago soit transformé en assassin et refuse de laisser au Seigneur des Ténèbres le choix du moment. Dans son bureau, loin de tout témoin, il demande à Rogue ce qu'aucun autre sorcier n'aurait accepté. Être celui qui le tuera, le moment venu. Rogue hésite, se révolte, accuse Dumbledore de l'utiliser. Mais sa logique est implacable. Le serment inviolable l'oblige déjà à agir si Drago échoue. En acceptant, il sauve le garçon et consolide sa position auprès de Voldemort, tout en poursuivant le plan défini avec Dumbledore. Il finit par céder. Il sait exactement ce que ça lui coûtera. La nuit sur la tour d'astronomie est l'aboutissement de ses promesses croisées. Drago désarme Dumbledore, mais sa main tremble. Il n'arrive pas à porter le coup fatal. Les mange-morts surgissent, pressent le garçon, menacent. Dumbledore, affaibli, sans défense, regarde Rogue lorsque celui-ci arrive enfin au sommet de la tour. Dans ce regard silencieux, il n'y a ni surprise ni supplication. Seulement le rappel d'une promesse. Lié par le serment inviolable, mais également lié par son accord avec Dumbledore, Rogue ne peut plus hésiter. Il lève sa baguette, prononce la formule, et Dumbledore chute. Aux yeux de Poudlard, aux yeux de l'Ordre du Phénix, aux yeux du monde des sorciers tout entier, Severus Rogue vient d'abattre le seul homme qui croyait en lui. Il fuit avec Drago, repousse Harry sans l'achever, encaisse la haine. Tout l'accuse. C'est là, dans la pénombre de ce qui fut jadis son refuge, qu'il clame enfin qui il est. Le prince de sang mêlé. Face à Harry qui lui lance son propre sortilège sans le savoir, Rogue arrache le masque. Fils de Tobias Rogue, moldu, et d'Aileen Prince, sorcière de sang pur, il a forgé ce nom comme un blason volé à son père et emprunté à sa mère. Sang mêlé pour ce qu'il est, prince pour ce qu'il estime avoir hérité de la part de sa mère, comme pour corriger une vie née du mauvais côté. Une théorie suggère même qu'Aileen Prince, discrète, aurait été cachée à Poudlard par son fils, dissimulée sous les traits d'Irma Pince, la bibliothécaire de l'école. Mais rien dans les textes officiels ne le confirme. Ce que l'on sait en revanche suffit. Ce titre de prince de sang mêlé, l'armure intime de Severus Rogue, le symbole d'un enfant humilié qui rejette une part de son héritage. Et accepte d'apparaître comme le plus grand traître en assassinant froidement le plus grand sorcier de son temps. Mais pour l'instant, personne ne doit savoir que c'était précisément le but. Chapitre 6. Après tout ce temps, à jamais. Après la nuit sur la tour d'astronomie, Severus Rogue devient officiellement ce qu'on craignait de lui, le meurtrier de Dumbledore. Lorsque l'année suivante s'ouvre, il prend la direction de Poudlard. Son nom est prononcé avec haine chez l'Ordre du Phénix, avec méfiance chez les élèves.
et avec une satisfaction non dissimulée chez les mange-morts. Il a le pouvoir, du moins en apparence. Dans les couloirs, 2 nouveaux visages incarnent la brutalité du régime, les carreaux. Ils humilient, torturent, dressent les élèves les uns contre les autres. Rogue ne les arrête pas frontalement, il ne joue pas le sauveur. À la place, il déplace une sanction, intervient trop tard, détourne discrètement un sortilège, protège certains élèves sans jamais assez en faire pour paraître compatissant. Pour ceux qui souffrent, il reste complice. Pour ceux qui observent à distance, il reste un monstre. C'est le prix de sa couverture. Mais tout est orienté vers une seule chose, mener Harry Potter jusqu'au point fixé avec Dumbledore. Lorsqu'il place l'épée de Gryffondor dans la forêt, ce n'est pas un hasard. C'est l'exécution précise des consignes laissées par Dumbledore et la preuve que malgré tout ce qu'il a fait, il reste fidèle à ce pacte. Il ne peut pas approcher Harry directement, il envoie donc ce qu'il a de plus intime pour le guider, son Patronus. Une biche argentée traverse la nuit, identique à celle de Lily. C'est elle qui conduit Harry jusqu'à l'épée. À ce moment-là, Harry ne sait pas ce que cela signifie. Il ne le comprendra que plus tard. Toutes ces années, Rogue a porté en lui le même Patronus que la femme qu'il aimait. Lors de la bataille de Poudlard, le masque tombe. Mais pas comme il l'aurait choisi. Défié par Minerva McGonagall, il profite de la confusion pour faire tomber subtilement les carreaux et s'enfuit du château. Mais Voldemort le convoque. Convaincu que Rogue, en ayant tué Dumbledore, est le maître de la baguette de Suro, malgré la reconnaissance de ce qu'il lui a apporté, il décide de s'en débarrasser froidement. Nagini, son serpent, frappe sur son ordre. Severus Rogue s'effondre, le cou ensanglanté, abandonné par le maître qu'il servait en façade. Il meurt comme il a vécu, sans défense et sans honneur apparent. C'est alors que Harry, Ron et Hermione le retrouvent. Rogue, à l'agonie, ne lui demande ni pardon ni reconnaissance. Il lui demande de collecter ses larmes qui contiennent ses souvenirs. De voir. Comme dernier geste, il veut déposer la vérité où elle pourra enfin servir. Puis il demande à Harry de le regarder. Une façon pour lui de percevoir pour la dernière fois les yeux de celle qu'il aimait. Le regard de Lily, dans celui de son fils. Dans ce dernier regard, Harry comprend la complexité de son ancien professeur. Ce n'est qu'ensuite, dans la pancine de Dumbledore, que tout s'assemble. Dans les souvenirs de Rogue, on découvre l'enfant de l'impasse du tisseur, l'ami de Lily, le mange-mort qui livre la prophétie, l'homme brisé qui implore Dumbledore, celui qui accepte de protéger le fils de celle qu'il a condamné, au prix d'une vie entière passée à jouer le rôle du traître. On voit ses disputes avec Dumbledore, son refus de mettre Harry au courant trop tôt, sa colère quand il comprend que le garçon devra mourir. Harry découvre enfin la confession qui résume toute la trajectoire de Severus. Pour prouver son lien indéfectible et la douleur immense que lui a causée la perte de Lily, Rogue produit un Patronus, une biche, similaire à celui de Lily Potter. Son amour pur et invincible a transformé l'homme qu'il était jusque dans la représentation de sa pureté intérieure. Dumbledore lui demande s'il aimait encore Lily après tout ce temps. Rogue répond simplement « à jamais ». C'est la preuve que jusqu'à son dernier souffle, tout ce qu'il a fait, le pire comme le meilleur, est resté lié à ce sentiment unique, déformé, exclusif et inachevé pour Lily. Pour Harry, Severus Rogue change de visage. Il devient ce qu'il a toujours été. Un homme dont la loyauté s'est jouée dans l'ombre, guidé par un amour impossible et une culpabilité qu'il n'a jamais cherché à effacer avec des mots. Épilogue, l'héritage du prince des ombres. Après la guerre, l'histoire officielle retient ce qu'elle peut comprendre. Aux yeux du monde sorcier, Severus Rogue reste longtemps le meurtrier de Dumbledore.
Il faudra des explications, les recoupements des souvenirs de Harry pour que son rôle d'espion, de protecteur et d'exécutant du plan de Dumbledore soit enfin reconnu. Harry, lui, fait un choix clair. Il donne à son second fils le nom d'Albus Severus Potter. Il lui dit que l'homme dont il porte le prénom fut l'un des plus courageux qu'il ait jamais connu. C'est une manière de graver dans la mémoire collective que le visage du courage n'est pas toujours celui qu'on attend. Severus Rogue a préféré le masque du monstre à la vulnérabilité de l'homme qui explique ses raisons. Et son héritage tient dans cette contradiction. Il est l'homme qui a provoqué la mort de celle qu'il aimait, puis qui a consacré sa vie à tenter de réparer l'irréparable. L'homme qui a choisi le bon camp pour de mauvaises raisons, et qui, sans jamais se rattraper entièrement, n'en a plus changé. Un professeur cruel, un espion indispensable, un amoureux brisé. Severus Rogue laisse derrière lui une question ouverte. Jusqu'où peut aller la rédemption quand elle ne s'accompagne que d'actes posés dans l'ombre ? Le prince de sang mêlé n'aura jamais les honneurs des vainqueurs, ni la lumière des repentis. Mais dans les couloirs de Poudlard, là où certains se souviennent, son ombre raconte autre chose qu'un simple ennemi. Celle d'un homme qui a payé le prix fort pour que la victoire existe, sans gloire, mais avec au cœur ce qu'il a défini jusqu'au bout, son amour à jamais. C'est la fin de cette vidéo sur Severus Rogue, du maître des potions au prince des ombres. Et n'oublie pas, derrière chaque histoire, il y a un monde. Derrière chaque monde, une personne qui le crée. Alors si tu veux apprendre à créer le tien, à donner vie à tes propres objets, tes héros, ta magie, découvre ma collection d'e-books d'aide à la création littéraire Les Objets Fantastiques. Le lien est en description. Les Objets Fantastiques décryptent tes univers fantastiques préférés de science-fiction ou de fantasy, à la fois sur Instagram, TikTok, YouTube et Spotify Podcast. N'hésite pas à me dire en commentaire ce dont tu aimerais qu'on parle dans les prochains épisodes, et surtout, n'oublie pas de